Bonjour à tous, lors de la précédente vidéo, j'avais promis que la suivante, donc celle que vous allez voir aujourd'hui, sortirait quelques heures, ou en tout cas pas longtemps après, voire quelques minutes. Comme vous pouvez le constater, ce n'a pas été le cas, vu que j'ai eu un gros problème technique. J'ai le son qui a arrêté de s'enregistrer à partir de 2 tiers de la vidéo à peu près. Donc j'avais le choix soit de recommencer, refaire le codage, mais je n'avais plus le script de travail que j'avais préparé, soit de doubler à partir de la vidéo sans le son. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire, mais j'ai dû attendre d'avoir un petit peu de temps pour m'en occuper. Dans tous les cas, j'espère que ça vous plaira quand même, et je vous retrouve tout de suite. Bonjour à tous, nous continuons sur notre lancée de notre projet Start Page. La dernière fois, enfin juste avant, si vous avez regardé les vidéos à la suite, j'avais préparé toute la partie pour le background ainsi que le header. Donc on va pouvoir continuer là-dessus. Donc maintenant j'ai mon state qui est prêt. Par contre, je suis pas très content de la manière dont les services sont utilisés. Donc si je vais dans les actions, ici je l'appelle directement mon demi-service, ce qui est pas très pratique si je veux par la suite utiliser d'autres services. J'aimerais pouvoir changer ça de manière un petit peu plus dynamique. On voit qu'en plus ici j'ai des promesses mais qui sont à l'intérieur des Redux Thunk. Donc j'aimerais optimiser un petit peu tout ça. Donc pour ça, je vais faire de l'injection de dépendance pour injecter le service dans l'application à partir du app ou du index, et on verra exactement depuis où on le mettra. Donc la première chose à faire, ça va être de créer une interface pour les services, pour définir ce que c'est. Export interface service. Donc les services, il doit avoir une fonction load data qui va être une promesse. Donc cette fois, j'ai pas envie de retourner directement les données, mais je retourne une promesse et c'est cette promesse qui va servir à faire le resolve et donc à faire le timing. Et background image qui va être de nouveau une promesse pour une background image unique. Donc je peux importer ici mon link. Je vais aussi faire un service vide. Ça va servir en fait si quelqu'un récupère l'application et essaye de l'utiliser par exemple de l'inclure dans un autre projet et qu'il n'a pas déclaré de service. La valeur par défaut va être nulle normalement. Donc à la place là, j'aurais comme valeur par défaut pour les services un élément qui va juste m'afficher un message d'erreur. Comme ça, on sait qu'il y a eu une erreur d'implémentation. La deuxième fonction, c'est ça. Donc voilà, là j'ai un service vide. Du coup, je vais pouvoir modifier encore une fois mon demi-service. Donc j'ai déjà commencé un petit peu à faire ce travail. Mais maintenant, je sais que ça doit être un élément de type service. Et du coup, il est plus très content avec les différentes choses que j'avais fait. Donc ici, mon load data, c'est plus un link, mais c'est une promesse. Mais normalement, de toute façon, il n'y a même pas besoin de le préciser, vu qu'il il est récupéré dans l'interface. Et donc, je vais faire une nouvelle promesse
Donc là pour l'instant dans mon application, à part ça, j'ai pas du tout géré les rejects des promesses. C'est quelque chose qu'il faudra faire par la suite. Et 1000 millisecondes, donc 1 seconde. Donc j'ai pas besoin de ça ni de ça. Voilà, ici mon load data, il va retourner une promesse qui va se résoudre par elle-même après un temps de 1 seconde. Du coup ici je peux faire à peu près la même chose. Donc une promesse, cette fois qui va être plus longue, vous verrez pourquoi par la suite. Et ici c'est load background single result. Et ici j'ai fait une erreur, c'est une minuscule. Donc voilà, là ça me paraît déjà plutôt pas mal la manière dont c'est géré. Donc je vais pouvoir modifier un petit peu mes actions. Donc ici il n'y a plus cette fonction. Donc là on voyait que j'avais déjà une promesse qui était gérée. Donc j'enlève tout ça. À la place ça va être un return de mon service. Service qui va être passé comme paramètre ici. Avec un load data, then data. Et ici je peux faire mon dispatch de load links. Donc pour l'image ici, même chose. On efface un petit peu. Donc je retourne le service, comme ça je peux chaîner encore d'autres promesses par la suite si j'ai envie. Non. On va tout de suite mettre ça. Il faut d'abord récupérer l'image elle-même. Donc là je vais faire une... Non, j'en ferai plus tard. Une petite spécialité, je vous montrerai. Pour l'instant je vais faire juste un set background. Je vous montrerai ce que je comptais faire comme ajout après, parce qu'il y a... Pour l'instant on verrait pas à quoi ça sert, donc pas la peine que je le fasse. Bon, par contre maintenant ça compile plus parce que c'est bien, je demande de passer des services à ces fonctions, mais il faut bien que je les envoie d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'on va ajouter un nouvel élément de React que j'ai pas encore utilisé. Ça va être un contexte. Service contexte.ts. Donc il me faut des éléments de React. Il faut un create context et use context. Donc mon contexte qui va être de type service
avec sa valeur par défaut, dans un petit service. Ensuite, il faut créer des providers et des consumers, donc service provider service context.provider. Là, c'est juste, plutôt qu'utiliser service context.provider, en fait, c'est une sorte de variable raccourci. Je vais aussi créer un hook que je vais appeler useService, qui me servira à appeler le service, tout simplement, qui va utiliser useContext. Donc voilà, de nouveau c'est un petit alias, autrement on pourrait utiliser aussi ça dans l'application, un useContext, et utiliser le service ici. Et pour terminer, je vais exporter quand même ce service contexte, si tout d'un coup j'en ai besoin dans les tests unitaires par exemple. Donc voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ce contexte? Donc je vais aller dans mon application, dans mon index. C'est que j'avais déjà un provider, donc un context.provider pour React Redux. Donc il est un petit peu différent mais c'est sur le même principe. Ici, je vais faire un service provider auquel il faut passer une valeur. Donc, je vais mettre demi-service, mais c'est-à-dire que je pourrais avoir un fichier de configuration, par exemple, qui servirait à indiquer quel est le service. Par la suite, je préfère un factory qui me retourne un service selon certains paramètres. Par exemple, selon l'URL de la page, si on est sur une page localhost, ça me sort le demi-service. Si on est sur une page GitHub, ça me sort une API publique, ou le local storage par exemple, comme service. Et si on est sur une autre page, ça me sort le service de cette page. Donc voilà, je préfère quelque chose qui réagit un petit peu au contexte de cette manière-là. Et aussi, virer ce index CSS qui est ici et qui est ici. Donc j'ai précisé de mon côté quel était. Donc j'essaie de faire en fait que ce index, il contient vraiment que le lancement de l'app plus les containers qui sont nécessaires. J'ai pas envie que le style soit injecté ici, il doit plutôt être injecté dans l'app comme ça. Si quelqu'un veut réutiliser cette app et l'inclure dans un autre projet React, il n'a pas besoin il a juste besoin en fait de reprendre les services providers qu'il y a autour. Mais il n'a pas en plus besoin de reprendre des styles CSS qui viennent d'ici. Voilà, c'est un peu une manière de mettre les données qui me semblent plus intéressantes. Donc en tout cas, mon service est inclus. Par contre, ça compile toujours pas parce qu'il manque dans mon app un appel à mon service. Donc là, c'est tout simple. En dessous du dispatch, on peut faire un service égale use service. Et on peut le donner ici. Il faut aussi le mettre dans le use effect, même s'il devrait jamais changer en cours de vie d'application. Si on le met pas, on a un avertissement de ESLint. Donc autant le mettre, ça coûte pas grand chose. Donc là c'est plutôt pas mal. Je vais aussi ici passer un class name. Parce que j'aurais besoin de faire un peu de mise en page de ces éléments par la suite. Et donc je vais directement faire cette mise en page maintenant. Donc dans mon app.module,
Ici, j'avais plein de choses. App logo, des app header et tout. C'est tous des éléments qui n'existent plus. Donc, on peut les enlever. Je peux également enlever ça. Et par contre, je peux faire un container ici qui va être display grid. Grid template rose. Donc, qu'est-ce que je veux comme ligne? Je veux une ligne qui fait 1 FR et une ligne qui fait 2 FR. Avec les éléments alignés sur la fin du container. Et il y aura besoin d'un padding par la suite, mais on le mettra. Donc là, on voit que pour l'instant, c'est pas super joli la manière dont c'est fait. Mais ça va être réglé par ce que je vais préparer maintenant. Je vais créer un nouveau fichier SCSS qui commence par souligner common.scss. Donc c'est pas un module ni rien. Et dedans, je vais mettre une variable unit de 5 pixels, une variable grid row de 200 pixels, et je vais créer un mixin, c'est une fonction, on va dire, qui va s'appeler full page, position absolue, left 0, right 0, top 0, bottom 0. Donc quelque chose qui prend toute la largeur de la page. Je précise aussi width et height, parce que des fois il y a des éléments enfants qui peuvent avoir besoin de connaître la taille de l'élément. Je vais mettre un petit padding de 5 fois unit, donc 45. 25. Ouf, c'est le matin. Et un border box. Parce que j'ai un 45 à un autre endroit dans l'application et j'ai un peu bugué. Donc du coup, je peux revenir dans mon module app module CSS. Et tout en haut, je peux faire un import de common. Donc, pas besoin de mettre le tiret. Le tiret, en fait, ça indique juste à SAS que ce fichier ne doit pas être compilé en CSS. C'est un fichier qui est uniquement fait pour être importé. Et d'ailleurs, en fait, je devrais pouvoir mettre aussi ces font face ici. Comme ça, je suis sûr de les importer partout. Donc là, c'est plutôt pas mal pour ça. Je vais aussi pouvoir modifier dans mon link grid module ici à la place de 200 pixels. Je peux faire un import. De common, on voit que ça me met automatiquement le bon nom alors que ça me proposait underscore common.css, mais ça a tout de suite corrigé. Et du coup ici, grid row et unit 2 fois unit, donc 10 pixels. Voilà. Est-ce que dans le grid item j'ai quelque chose que je pourrais modifier? Oui, alors, déjà. Je force la couleur. Et c'est tout pour le moment, à part peut-être aussi de remplacer
que là j'avais un unit, je peux à la place importer common. Donc si je retourne dans mon app module, qui est ici, mon container, je peux préciser avec un include, je peux préciser que je vais avoir le full page, mon mixin full page. Et là tout de suite, c'est déjà beaucoup plus propre. D'ailleurs, on voit que ça réagit toujours assez bien. On voit que la taille de l'horloge ici, elle ne change pas. Par contre, si je redimensionne la page à la verticale, là, ça change. Donc c'est ce que je voulais. C'est plutôt pas mal. Donc je vais pouvoir commencer à mettre l'image de fond, vu que c'était un peu aussi le but de la vidéo. C'était censé être le premier élément que je faisais. Et il y a d'autres choses qui sont venues se mettre par-dessus. Donc de ce côté, je vérifie juste dans mes sources, c'est bon. Donc je vais récupérer ici mon image, background image, background image, avec un use selector. State de type state. State.background.image. Donc là c'est un élément qui peut être soit un background image soit nul. Donc si c'est nul, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit de particulier avec mes éléments enfants. Donc en fait je peux récupérer juste ça, cet élément, et le retourner. Et il est pas content parce qu'il veut du multiligne. Voilà. Bon, si c'est pas nul, faut que je récupère les différentes propriétés. J'aime bien déstructurer un petit peu mes éléments de cette manière-là. Travailler avec des variables directement. Du coup, je vais commencer à créer la zone des crédits. Donc, pour ça, je vais créer des groupes qui vont être à chaque fois. C'est un tableau, mais qui va contenir une clé, qui est le nom du groupe de manière générale, un texte, qui est le texte qui va s'afficher vu qu'un groupe, ça va être un lien, et l'URL. Donc le premier groupe que j'aimerais avoir, ça va être l'indication de la photographie elle-même, la photo. Donc comme texte, ça va être imaginé, mais imaginé peut être vide. Donc à ce moment-là, ça va être comme texte photo. Donc là pour l'instant par contre, je pense pas du tout au multilangue, hein. C'est aussi quelque chose qui pourrait être mis en place par la suite. Et l'image de la page, c'est soit l'image page URL, et si on l'a pas défini, c'est l'image brute. Ensuite, il me faut un deuxième groupe qui va être l'auteur. Donc le texte c'est author name, l'URL c'est
autre URL. Donc là, aucune particularité, on est obligé de spécifier le nom et l'URL, le nom de l'auteur et l'URL dans le système. Et enfin, si j'ai un paramètre source URL qui existe, je peux rajouter un nouveau groupe qui va s'appeler source. Donc s'il n'y a pas d'URL pour la source, c'est rien de mettre juste le nom en fait. C'est le comportement que j'ai décidé. Donc source name ou source et URL source URL. Donc ici, j'avais parlé d'un style avant, je vais le mettre par la suite. Enfin, je vais le mettre tout de suite même. Ça va être background image. Et il me faut URL entre guillemets. Et image URL. Alors déjà si je rafraîchis, que se passe-t-il? Rien du tout. Est-ce que c'est normal? Alors normalement pourtant le background contient quelque chose. Je vais juste vérifier ici. Donc il y a bien quelque chose. Mais c'est parce que mon image n'a pas de taille, tout simplement. Du coup, je peux aller dans mon background module. Et effectivement, je n'avais pas encore fait cette partie de ce côté-là. Donc, mon image, je vais copier. Ah non, pas besoin. Mon image et le contenu de mon image doivent être en full page. Donc là, il trouve pas full page forcément parce que il faut faire un import. Du coup, je vais aussi fermer les autres. Ça va être un peu plus simple. Et là, on voit que j'ai mon image qui s'affiche. Sauf que c'est pas du tout comme ça que j'aimerais l'afficher, vu que là, c'est... On voit qu'elle s'affiche que jusqu'à la taille maximum du viewport. Et surtout qu'elle est beaucoup trop grande. Donc, je peux faire un image div avec un background attachment fixe. Déjà, ce
Première chose, si ça arrive à l'afficher. Voilà, on voit que l'image en fait est fixe, entre guillemets. Si je laisse ma souris à un endroit, sur un petit point, ouais, ça reste. Par contre, ça prend toujours pas correctement la taille. Donc je peux ajouter un background size de type cover pour que ça fasse une couverture, donc ça redimensionne la page. Donc là déjà on voit que c'est un peu mieux. Et enfin, je vais pouvoir mettre une background position qui va être la position par défaut de l'image. Parce que là en fait on voit que ça s'étend en fait en positionnant l'image depuis l'angle ici. Et moi ce que j'aimerais c'est que l'image soit centrée. Et là on voit que l'image reste centrée. Donc c'est déjà, ça commence à être plutôt pas mal. On va pouvoir afficher les crédits de l'image. Pour ça, on va les mettre en position absolute et bottom 0 pour l'instant, c'est juste pour tester. À chaque fois, on voit par contre qu'à chaque chargement, il y a le fond de la page qui est blanc et tout. Ça va être réglé très prochainement. Donc, du coup, dans mes crédits ici, je peux mettre un crédit groups. Est-ce que ça marche directement comme ça? Forcément, non, parce que ça c'est un tableau, donc il me faut un élément en fait crédit que je vais créer ici, crédit.tsx. Donc export interface crédit props. Qu'est-ce que j'ai comme props? J'ai texte et une URL, donc ça correspond exactement à mes props. Enfin, presque exactement, parce qu'ici en plus il y a une key, mais ça correspond à mes valeurs de crédit groups. Et const crédit égale où est-ce qu'il le trouve pas? Parce que j'ai pas terminé d'écrire mon un élément. Donc ici j'ai le texte et l'URL. Je vais faire en multiligne parce que j'ai plusieurs paramètres à passer. Alors, mon href, ça va être le paramètre URL, tout simple. Mon target, je veux avoir blanc. Je veux que ça s'ouvre sur un nouvel élément. Je veux préciser que mon lien de relation, ça va être no opener et no erreur. Donc là c'est pour la manière dont les moteurs de recherche et tout font au niveau de l'indexation, c'est pour indiquer le comportement.
c'est vraiment des liens externes. J'ai pas envie qu'ils soient référencés sur ces pages, qu'ils soient envoyés entre guillemets dans les stats. Et ici je peux faire export default crédit. Donc j'ai mon élément crédit. Ok, prêt. Si je retourne sur le background, ici j'avais un crédit groups, donc qui est un tableau, donc je peux faire un map. C'est que je vais recevoir juste un seul élément, crédit. Et je peux passer à mon nouvel élément. Là, je vais faire quelque chose qui est déconseillé par Slid, le fait de faire un spread des éléments, mais là, vu que c'est quand même quelque chose qui est très contrôlé, entre guillemets, ça devrait pas poser de problème. Je vais juste lui dire quand même de pas m'avertir sur cette erreur. Donc, voilà, j'ai mon image qui s'affiche et là en bas, j'ai photo et Léo Maradan, sauf que déjà, j'arrive pas à cliquer dessus. En plus, les éléments sont collés. Donc, il va falloir modifier un petit peu ça. Donc, si je retourne dans mon crédit, c'est que j'avais mis une position bottom 0. Je vais mettre un Z index à 1. Je crois que ça détecte pas le changement quand je modifie le fichier CSS, j'ai l'impression. Il faudrait que je relance éventuellement le processus. En tout cas, on voit que ici j'ai mes deux liens qui fonctionnent. Par contre, c'est avec une couleur qui n'est pas très lisible. Donc on va mettre en blanc. Je vais aussi détacher légèrement du fond en faisant un 3 fois unit. Je vais mettre cette même séparation sur les left et right. De la peine. Hein. Là, je crois que c'était rafraîchi. Mais voilà. Et enfin, un texte aligne left. Et on voit que la couleur est toujours pas correcte. Donc pour ça, je peux faire A color inherit. Je reprends la couleur de base. Donc on voit que cette fois c'est bon, j'ai ma bonne couleur et tout. Par contre j'ai encore un petit problème, c'est que j'ai pas d'espace entre les liens. Donc pour ça, je vais le gérer au niveau de React dans la partie du map. Donc je vais créer une fonction reduce. Donc la fonction reduce, ça permet d'accumuler des choses, par exemple de faire la somme d'éléments. Donc là en l'occurrence ça va juste me servir à placer un petit caractère de séparation, mais pas entre tous les éléments, uniquement en fait, je vais éviter de placer quelque chose devant le premier élément, vu que c'est que à partir entre le premier et le deuxième, et entre le deuxième et le troisième, que je dois avoir mon petit caractère. Donc pour ça, j'ai mon accumulateur qui va être la partie qui collecte l'accumulation des données du réducteur, qui peut être de type GSX élément ou nul, et mon C qui correspond en fait à mon crédit, qui peut être de type GSX élément. Donc là c'est comme dans un map, c'est l'élément lui-même, chaque
chaque élément de mon array qui va passer une fois. Et ensuite, je vais pouvoir créer déjà de manière minimale la fonction dans le reuse. Donc pour l'instant, je vais juste retourner la valeur C. La valeur C, pas la valeur X. Et j'ai besoin d'un deuxième paramètre qui va être la valeur de départ de l'accumulateur, donc nul. Et c'est de cette manière que j'arrive à savoir si je me trouve sur le premier élément de mon array ou sur n'importe lequel des autres. Donc du coup, ma valeur de C, je vais pas la retourner directement. Je vais vérifier la valeur de l'accumulateur. Si l'accumulateur est nul, à ce moment-là, je vais retourner directement ma valeur C. Et s'il n'est pas nul, je vais retourner à une chaîne de caractères, donc que je mets dans un React fragment, où c'est que je vais reprendre l'accumulateur, donc qui correspond aux valeurs précédentes, une petite barre verticale, et ma valeur C, mon crédit actuel. Donc là, il y a Céline qui est pas très content des fois pour la manière dont les expressions sont gérées. Parce qu'il veut que ce soit placé, que il y ait une ligne par instruction, et donc ici il faudrait placer le ACC, une ligne avec juste le caractère d'espace, une ligne avec juste le caractère de la barre oblique. Mais c'est pas important. Donc si je rafraîchis, on voit que j'ai ma barre qui est à peu près à la bonne place. Donc maintenant je peux ajouter le additional info. Donc là, vu que je suis en train de redoubler la vidéo, je peux pas vous montrer parce que j'ai ma caméra qui est juste à la mauvaise place, donc vous pourrez pas voir le résultat ici. Mais je vous invite à aller voir sur le GitHub le résultat de l'additional info qui se place dans le coin en bas. Donc additional info, je l'affiche que s'il existe. C'est pour ça que j'ai l'additional info égal et commercial, et après un span. Donc là forcément on le voit pas, la caméra est devant. Ah si, bon, on le voit pour l'instant, parce que maintenant je vais le déplacer. Là c'était encore le style de base, et maintenant je vais faire un texte à ligne dans mon module info, ou un float, ça va aussi. Donc cette fois, bon, on voit qu'il est plus à l'endroit où c'est qu'il a été positionné. Donc ça avance plutôt bien. Par contre, on voit que là, j'ai un petit problème avec le texte qui passe par-dessus ou par-dessous les cartes. Donc il y aura un peu de mise en forme supplémentaire à faire. Donc ici, je vais déjà commencer par supprimer. J'avais un span avec link grid qui servait à rien, qui était juste pour le début. Du coup, j'ai non plus besoin des fragments. Donc là, je peux rester vraiment sur un div pur qui contient ma grille. Maintenant, je vais pouvoir modifier un petit peu dans mon app module.css pour rajouter un petit padding en bas de ma zone, juste pour avoir une petite marge, avoir le texte qui ne s'affiche pas comme avant, qui se superpose pas comme avant. Donc si je rafraîchis, il y a toujours l'image qui prend un peu de temps à s'afficher. Et il faut que je mette le include au-dessus, vu que le include contient un padding. Autrement, ça efface mes dernières modifications. Alors, du coup, maintenant, je vais modifier un petit peu la manière dont l'image est gérée. Vu qu'il y a à chaque fois ici un certain temps entre le moment où je charge la page et où ça charge l'image. Donc pour ça, je vais aller déjà dans
action, load background image, que je vais un petit peu modifier. Donc j'avais laissé un peu en attente avant. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle variable inCache image, qui va servir à stocker dans le local storage, enfin à communiquer avec le local storage. C'est que je vais avoir un background image, une variable qui s'appelle background image, qui va correspondre à l'URL de l'image. Donc si j'ai une image, enfin l'URL, pas uniquement l'URL, mais tout l'objet de type background image. Donc là je fais un set background et un JSON.parse, vu que dans le local storage c'est forcément des strings qui peuvent être sauvegardés et pas des objets, donc il faut à chaque fois sérialiser, désérialiser en JSON ou autre chose, mais le JSON marche très bien pour ça. Du coup dans mon résolveur de la promesse du load background, je fais un local storage.setItem de background image, stocker le nouvel objet que j'ai reçu avec un JSON stringify comme avant. Donc là déjà de cette manière là, forcément le premier rafraîchissement ça marche pas directement, mais à partir du deuxième il y a directement l'image qui est préchargée, on attend un petit peu avec la simulation du temps d'attente et j'ai ma nouvelle qui arrive. Par contre il y a toujours encore un moment où c'est que l'image est blanche, tout simplement parce que au moment où c'est que ça arrive ici, ça fait le load background image, ça va chercher toutes les données, ça fait le dispatch du set background, sauf que l'image n'est pas encore chargée, donc forcément ça la place dans le DOM de la page, mais ensuite ça doit aller la récupérer sur l'URL, et c'est seulement après qu'elle s'affiche. Du coup je vais essayer de contourner un petit peu ça, avec une technique qui va pas marcher parfaitement sur le contexte actuel du debugger, vu qu'avec les outils de développement et tout, le cache n'est pas le plus efficace. Enfin, il est fait pour ne pas être utilisé à 100%. Donc je vais retourner une nouvelle promesse. Pour l'instant je mets qu'un resolve, pour le reject on verra plus tard. Je fais une variable loader de type image. Donc là c'est une image comme une image HTML. Avec un petit événement onload. Je vais mettre un resolve vu que je vais faire un reject, je veux dire, vu que je vais faire un autre événement onError. Donc, loader. Je peux aussi directement copier ça ici. Je ferai après l'événement. Donc je passe en premier le dispatch, vu que le local storage là il va être court, mais c'est quelque chose qui peut être plus ou moins long entre guillemets, vu que c'est une opération sur le disque, sur la mémoire. Et du coup ici je fais un onError qui va juste utiliser le reject. Donc voilà, ça c'est très basique, un petit message d'erreur pour indiquer que l'image à telle URL ne s'est pas chargée. Donc je vais pas faire énormément de gestion d'erreur dans cette application. C'est pas une application critique. Et en l'occurrence ici, si ça n'arrive pas à charger la nouvelle image, parce que c'est-à-dire que l'URL n'existe plus, il y a potentiellement l'ancienne image qui est toujours en cache, donc il y aura quand même quelque chose qui s'affichera. Et enfin, pour lancer le chargement effectif de l'image, il suffit juste d'attribuer l'URL à la propriété src de notre objet image. Donc là, ça a l'air plutôt pas mal comme ça. Donc je retourne des promesses dans des promesses, mais c'est pas grave. En l'occurrence ici, c'est tout à fait justifié.
Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses. Lors de la prochaine vidéo, on va un petit peu travailler sur deux aspects. Donc il y aura déjà à mettre en place un routage. Vu que pour l'instant on a une seule URL, on arrive sur une URL, il n'y a pas d'option gérer ni rien. Par contre par la suite on aura besoin de pouvoir aller sur une zone pour configurer les options. On aura également besoin de pouvoir ajouter des tuiles. Et donc pour ça, je vais utiliser React Router. Donc il y aura tout un petit routeur à mettre en place. Et pour l'instant, je vais juste aussi je vous montrer que le fond de la page, le fond des tuiles n'est pas transparent, j'avais oublié, n'est pas opaque, j'avais oublié de le mettre en place. Donc je vais juste mettre un petit background color sur le front. Et donc pour la prochaine fois, j'y reviens. Là c'est aussi un bon exemple. Ici j'ai un fond qui est très foncé, des fois j'aurai un fond qui est clair. Et en fait j'aimerais surtout pouvoir gérer une notion de dark mode, donc le mode sombre, mode nuit. Et pour ça il y a maintenant certaines propriétés CSS qui permettent de le gérer. Il n'y a pas tous les périphériques qui sont compatibles. Et donc la prochaine fois, on va aussi mettre en place un dark mode qui soit prendra celui du navigateur si le navigateur le spécifie. Et s'il ne le spécifie pas, ce sera dans un petit panneau d'options qu'on pourra choisir soit d'être en dark mode, soit d'être en light mode, soit d'être en mode dynamique qui changera à une heure définie. Donc ça ne va pas être par rapport à la vraie heure du coucher du soleil, mais disons que par exemple à 20h ça passe en dark mode, imaginons. Ce genre de choses. Donc, j'espère vous retrouver lors de ma prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, bye bye.